On vient mettre notre grain de sel. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, votre magazine consacré à la mer et environnement, produit par TravelDoc. Grain de Sel, c'est une équipe de citoyens et de citoyennes engagés qui écument les ports de la côte occitane pour vous faire découvrir la Méditerranée et surtout voir comment on peut ensemble la préserver. Sur notre route, des chercheurs, des artistes, des ingénieurs, tous et toutes mobilisés dans leur quotidien pour étudier, pour comprendre et surtout pour agir, trouver des solutions, des techniques face aux enjeux de demain. Nous sommes en ce moment sur le port d'Argelès-sur-Mer pour cette nouvelle émission consacrée au plastique. Des déchets plastiques, il en flotte en ce moment 3 milliards en Méditerranée et ça pose des vrais soucis pour notre biodiversité des fonds marins. Mais des solutions existent et des techniques aussi et c'est ce dont on va parler dans cette émission. Nous rencontrerons aussi un artiste qui a décidé d'utiliser ces déchets plastiques pour en faire de véritables matériaux d'art. Mais tout de suite, les mots de Clarisse, notre jeune embarquée, et qui raconte l'aventure de l'équipage. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Nous nous sommes retrouvés autour de valeurs communes. Comme beaucoup, nous sommes préoccupés par la crise écologique. Nous avons envie de ralentir, de prendre le temps de la réflexion et de la contemplation. Pour faire du slow journalisme, il faut du slow transport. En utilisant la force naturelle du vent, on réduit notre impact écologique et puis le voilier offre un contact direct et unique avec les éléments. Après plus d'1 an de préparation, l'aventure prend enfin forme. Bienvenue à Grain de Sel TV, je vais vous présenter le plateau. Vous pouvez observer nos techniciens à l'heure, donc voilà, on n'a pas de problème à embaucher des enfants. On les forme très tôt, voilà. Ils sont plus efficaces après. On va nous péter la table, quoi. Arrête, on l'a bossé. L'équipe se rejoint début juillet dans le port de Saint-Cyprien. On sent qu'on embarque réellement dans l'aventure. Des amis de longue date se retrouvent excités de travailler ensemble et c'est aussi le lieu pour de nouvelles rencontres. L'alchimie prend vite. Dès les premiers jours de tournage, chacun et chacune trouve sa place et s'active à son poste. C'est comme une fourmilière, mais sans reine. On vient mettre notre petit grain de sel. Ce jingle devient comme notre musique de ralliement. On met le pied dans le plat. Et on écoute attentivement les invités sur le plateau. On vient mettre notre petit grain de sel. Dans la mer Océane, où le poisson est libre, un mâle ronge en ces lieux où la fosse est profonde. Dans ses entrailles où le calme et l'équilibre, son fragile circule un polymère immonde. Extrait de Plastique de Claudel. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses qui prennent la forme des voiles. À l'abordage. On vient mettre notre grain de sel. Chaque jour, c'est l'équivalent de 500 conteneurs de déchets plastiques qui sont déversés dans la Méditerranée. Ce matériau, cette matière fait partie de notre quotidien, mais la pollution qu'il engendre pose de véritables soucis à la biodiversité de nos fonds marins et ici aussi en Méditerranée. Le plastique met très longtemps à se dégrader, plusieurs siècles pour certains types, et il ne disparaît jamais totalement. Il subsiste sous forme de microplastiques qui se retrouvent ensuite dans les organismes des poissons, dans les huîtres et parfois même dans l'organisme de l'être humain. Une étude de l'ONG WWF a montré qu'une personne humaine pouvait ingérer jusqu'à, tenez-vous bien, 5 grammes de microplastiques. C'est l'équivalent un peu d'une carte de crédit. Alors, comment mesurer cette pollution ici en Méditerranée ? Quelles solutions, quelles techniques pour y faire face ? On va en parler avec nos deux invités du soir. Bonsoir. À tous les deux. Bonsoir. Philippe Carhervé, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan. Vous travaillez sur les flux de macroplastique en Méditerranée. Leïla Meistersheim, vous avez fondé Plastic at Sea.
une entreprise qui propose entre autres de tester la toxicité des plastiques en mer et on va voir votre action plus en détail. Merci d'avoir accepté l'invitation de Grain de Sel. Je vous propose un petit tour d'horizon. Cette pollution plastique ici sur le littoral roussillonnais, d'où vient-elle et où est-ce qu'on trouve ces déchets plastiques dans la nature, Philippe Carhervé? Cette pollution plastique vient essentiellement des fleuves en Méditerranée. C'est un petit peu différent sur la côte atlantique. Bon, on estime que c'est à peu près 80%, autour de 80%, ça vient des fleuves. Vous participez beaucoup à des collectes? Alors justement, on va traquer le fleuve et le plus grand fleuve des Pyrénées-Orientales, c'est la Tête, qui draine une agglomération comme Perpignan, donc avec plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et donc, c'est un fleuve qui est très chargé en déchets plastiques et donc on va le suivre jusqu'en mer par la suite. Voilà. Et le volume environ Alors, ça dépend des années. Si ce sont des années pluvieuses, comme 2020, par exemple, avec les tempêtes Gloria, on est monté jusqu'à plusieurs tonnes, à peu près 5 tonnes de déchets plastiques. Si vous êtes sur une année sèche, eh bien, vous êtes à peu près à moins d'1 tonne de déchets. Voilà. Mais on estime que 10% de ces déchets qu'on trouve en mer, en fait, proviennent des poubelles, de nos poubelles, en fait. Ils sortent, en fait, de chez nous, de la poubelle, ils arrivent, en fait, jusqu'à la prochaine rivière et ils vont atterrir en mer directement. Mais comment c'est possible? C'est le réceptacle final, en fait, de ces déchets. C'est ce qu'on appelle des fuites. Ouais, c'est des fuites. Donc ça, c'est quoi? C'est le masque qu'on laisse envoler? Oui, c'est le déchet involontaire, c'est les fuites. C'est-à-dire qu'on a un système de collecte qui est très bien fait en France, et puis même dans les Pyrénées-Orientales, mais il y a toujours des déchets qui échappent au cycle de collecte. La poubelle qui déborde. La poubelle qui déborde. On est dans une région de vent, à Tramontane, très important. Beaucoup de poubelles tombent. Et puis, il y a des événements pluvieux qui font que le déchet qui se trouve sur un terrain, eh bien, il va être remobilisé par la pluie et il va descendre dans un fossé, dans une petite ruisseau, une agouille, et ensuite dans un fleuve, et ensuite en mer. Voilà. On va faire un petit point aussi sur les différents types de plastique parce qu'on entend beaucoup de choses, les plastiques conventionnels, biodégradables. Leïla, aidez-nous à y voir plus clair. Alors les plastiques conventionnels, c'est ceux qui sont faits à partir de pétrole, normalement. Les plastiques biosourcés sont des plastiques qui sont faits à partir d'une source de carbone, donc d'une matière qui est soit naturelle, végétale ou animale. Donc on peut penser au maïs par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, de l'algue, des bactéries, voilà, même des champignons en fait, on peut s'en servir pour faire des plastiques. Donc il y a une très très forte diversité en fait des usages potentiels. Après, en fait, on a différents types de plastiques qui vont avoir des comportements extrêmement différents en fait dans l'environnement. C'est parce que au moment de leur fabrication, ils vont avoir une forme chimique différente qui va influencer en fait leur durée de vie finalement dans l'environnement. Donc on peut avoir des plastiques qui sont conventionnels et qui seront non biodégradables. Donc ça c'est classique, c'est l'image du sac plastique qu'on a tous dans notre tête. Et puis il y en a certains qui sont faits à partir de pétrole, qui sont biodégradables. Et inversement, on en a d'autres qui sont biosourcés, qui ne sont pas biodégradables. Et heureusement pour nous, on en a aussi certains qui sont biosourcés, biodégradables, et c'est ceux-là qu'on appelle des bioplastiques. Donc biosourcés et non biodégradable, c'est par exemple le maïs, le plastique issu de... Pour l'instant, il y a eu des études qui ont vraiment permis de démontrer que le PLA, c'est l'acide polylactique qui est utilisé à partir du maïs pour fabriquer, donc c'est l'amidon de maïs qui est utilisé pour fabriquer ces plastiques, donne une source de plastique qui est compostable industriellement. Ça veut dire qu'il faut chauffer à 70 degrés, 60 degrés. Bon, on ne peut pas chauffer la mer pour les rendre biodégradables. Pour détruire les plastiques. Non, on ne va pas se dire ça. Mais par contre, ça veut dire que ce type de plastique est intéressant, mais ça veut dire aussi qu'il faut une forme de collecte et de gestion des déchets qui est différente. Et donc, ça a des coûts et ça veut dire que c'est compliqué. Ça existe un plastique qui disparaît vraiment dans l'eau? Alors oui, ça existe. Alors c'est les plastiques de 3e génération, c'est le plastique du futur, hein, moi c'est ce que je dis tout le temps. Ce sont des polyhydroxyalcanoates, donc ce sont des plastiques qui sont fabriqués par des bactéries. Et oui, on peut faire des plastiques avec des bactéries. En gros, les bactéries, on leur donne une source de carbone, il leur manque un élément particulier, ils font du gras, voilà. On récupère en fait cette forme de réserve et on est capable de l'utiliser pour en faire un plastique et même, je dirais, des plastiques. Et en France, on a des instituts de recherche comme l'Institut l'IRDL à Lorient qui travaille particulièrement sur ce type de matériaux et sont capables de voir des diversités en fait dans ces nouveaux plastiques de nouvelle génération qui permettra par exemple d'être utilisé dans le cas où le plastique doit être maintenu pour des raisons d'hygiène, de lutte contre le gaspillage, etc. etc.
Donc c'est possible, mais c'est pas encore totalement répandu. Et quand ces plastiques, les plastiques ne se dégradent, enfin ne disparaissent pas, ils restent sous la forme de microplastiques. Le plastique conventionnel en fait ne disparaît jamais. Et donc il va être conservé, surtout s'il est à l'abri de la lumière. Donc il va être conservé dans la terre, sous terre, dans le sable, dans les plages ou au fond des océans. Donc dès qu'il est à l'abri de la lumière, en fait, il va être conservé puis il va être enfoui. Et on pourra repasser, je pense, même plusieurs siècles après, il sera toujours là. Donc il y a plein de déchets plastiques là au fond de la Méditerranée. Il y en a beaucoup, effectivement. Donc c'est ce qu'on appelle le puits de plastique. En fait, c'est le fond des océans. Un plastique ne craint rien sauf la lumière. La lumière va le rendre cassant, il va le permettre de se transformer en microplastique. Mais s'il est à l'abri de la lumière, il ne bougera pas. Mais les microplastiques, après, ils sont ingérés par les poissons et on les retrouve... Voilà, donc c'est le problème, c'est qu'on peut aussi nettoyer une surface quand ce sont des gros objets, mais pas sous forme de microplastiques, voire nanoplastiques, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi qu'ils sont capables de se dégrader jusqu'à des formes, jusqu'à des tailles en dessous le micromètre. Donc l'idée d'aller nettoyer les océans demain, c'est une idée qui est jolie, mais dans la réalité, c'est clairement impossible. Et on ne peut pas se dire qu'on va aller nettoyer, par exemple, les mers des microplastiques qui sont aujourd'hui présents, parce que si on le faisait, on récupérerait en fait les premiers maillons de la chaîne alimentaire de cet environnement. Donc c'est clairement impossible. C'est impossible de filtrer les microplastiques du reste. Donc voilà, puis les océans ont une taille tellement énorme, près de 70% de la surface de la Terre. Une partie de... C'est impossible. Ouais. Donc l'idée, c'est mettre l'effort, notre énergie plutôt en amont pour essayer d'éviter de fermer ce robinet justement de ce flux de plastique du continent vers l'océan. Parce que 80% viennent bien de la Terre, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est tout le monde qui est responsable. C'est pas les gens qui sont au bord des côtes qui sont responsables. C'est en fait sur certains endroits, sur certains égouts en fait à Paris, vous avez des phrases qui sont indiquées. C'est marqué ici commence la mer. C'est clair, ici commence la mer, c'est partout, en fait, à n'importe quel endroit, de la montagne jusqu'à la mer, on a bien des effets. Un sac plastique qui s'envole sur le Canigou arrive ici dans le port d'Argelès dans l'eau. Après, sous quelle forme ? C'est ça le problème. Alors si c'est rapide, si vous avez un gros événement de pluie, il va y aller très rapidement, donc sur une forme quasiment intacte. Ouais. Et justement, en parlant de forme sous laquelle arrivent ces plastiques qui se perdent dans la nature, qui peuvent y rester très longtemps sous la forme intacte. On va regarder l'image du jour de cette émission. C'est une photo qui nous a été fournie par vous, Philippe Carhervé. C'est une photo d'une brique de lait qui date des années 80, c'est ça, 1979, je crois, je lis. C'est notre record. En fait, depuis maintenant à peu près 7 ans, après les tempêtes, on va faire un petit tour sur les plages, notamment une plage qui se trouve proche de l'embouchure de la Tête, une plage qui subit beaucoup d'érosion. Et donc on peut imaginer, en fait, c'est des bouteilles qui sortent des dunes. Donc on peut imaginer qu'il y avait des déchetteries un peu sauvages dans ces zones-là. On a pu trouver beaucoup de bouteilles de 1980, 81, et là le record c'est 79. Quelle solution pour donc prévenir ces 80% de déchets qui arrivent Aujourd'hui, de manière générale, en fait, on utilise le plastique partout. Et en fait, on a transformé un matériel qui avait toutes les vertus, en fait. Elle avait énormément de vertus. Elle était légère, elle était pas chère, elle était facile. On s'en est servi pour énormément d'usages. Quand on regarde les publicités des années 50-60, on voit bien que ça a permis ou même la libération de la femme, dans certains cas, puisqu'on le voit apparaître dans des éléments de l'électroménager. Aujourd'hui, tout le monde porte du plastique sur soi et on s'en sert dans le médical, dans la recherche. Il est vraiment partout. Le problème, c'est que depuis ce temps-là, on a utilisé en fait ce plastique de la bassine de notre grand-mère qui durait dans le temps, qui était transféré presque d'une génération à une autre, pour en faire un objet qui, lui, est utilisé quelques secondes, quelques minutes. Et tous ces plastiques à usage unique sont devenus extrêmement nombreux pour nous faciliter la vie. Malheureusement, ils nous facilitent un petit peu trop la vie et aujourd'hui, ils se retrouvent absolument partout, ils sont trop nombreux. Donc la première étape, c'est clairement la réduction de certains usages. Et oui, ce sera plus compliqué, mais finalement, peut-être qu'on verra peut-être même pas la différence, tellement ce sera facile finalement ce petit retour. On peut lutter justement pour la réduction de l'usage des plastiques, essayer de voir ce qu'on peut faire notamment sur le plastique à usage unique. Il y a donc le côté législatif aussi sur lequel on peut lutter à l'échelle européenne. Il y a la loi climat qui vient de passer d'ailleurs. Il y a plein de moyens de lutte possibles. Il y a le anti-gaspillage aussi qui a été mis en place. Il y a l'aspect social du comportement de chacun vis-à-vis de ses propres déchets, mais il y a aussi une façon qu'on peut faire, et donc c'est notre façon de lutte ici dans le département, c'est essayer de lutter
une fois que les déchets, ils se trouvent déjà dans la nature. Ils se trouvent dans la nature. Comment éviter, une fois qu'il est dans la nature, donc moi, ce que j'appelle des fuites, comment essayer d'éviter qu'ils se retrouvent ensuite dans le système hydraulique, dans le bassin versant, dans les fleuves, et qu'il arrive en mer. Donc c'est là-dessus qu'on essaye, avec les élus, justement, de trouver des moyens ensemble pour déjà identifier ces zones de stockage sur le bassin versant, sur la plaine du Roussillon, par exemple, et de mettre en place des sortes de collecteurs pour éviter qu'ils arrivent en mer. Donc des collecteurs, ça prend sous quelle forme ? Sous forme de filet, sous forme de grille, sous toutes les formes possibles. On a ici justement une petite PME qui s'est lancée là-dedans, qui fait beaucoup de prototypes qui s'adaptent à toutes les conditions. Donc on a beaucoup de chance, il y a une dynamique là-dessus par rapport à ça. Et donc c'est très simple, justement, ce qu'on veut, c'est quelque chose de pragmatique, de simple et donc d'économique. Et donc ça, on souhaiterait le faire développer. Et puis après, il reste le recyclage. Et qu'en est-il justement du recyclage ? Est-ce que c'est pas ça la solution en fait ? En fait, le recyclage, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les filières qui existent sont ce qu'on appelle le recyclage mécanique. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance exacte de la composition du plastique. Or, aujourd'hui, chaque industriel met un peu sa poudre de perlimpinpin à l'intérieur de son plastique. Et donc, ça permet une diversité qui est extrêmement forte. Même si on est capable de bien les collecter, de bien les trier, qu'on fait bien notre boulot. Malheureusement, quand on dit ce matériel est en PET, par exemple, c'est la bouteille d'eau qu'on a tous plus ou moins chez soi. Mais en fait, cette bouteille, elle pourrait être dans différentes formes de PET parce que ça dépend de l'additif qu'on a ajouté dedans. PET, c'est le polyéthylène terephthalate. D'accord, donc c'est le principal composant du plastique. En fait, c'est des le bouteilles polymère. plastiques. C'est le polymère qui a été utilisé. Des bouteilles de boisson. Mais en fait, un plastique, c'est un polymère d'abord, donc la source de carbone, effectivement. Et puis ensuite, c'est un additif, le colorant, la couleur, ce qui permet de le rendre transparent, ce qui permet de le rendre infugé, ce qui permet de le protéger l'oxygène. Et c'est cet additif-là on ne sait pas quel additif se trouve dans tel type de plastique. Mais en fait, c'est tellement divers. Donc, il y a des endroits où ils ont essayé de légiférer justement pour faire en sorte qu'il y ait une limitation ou au moins une indication pour comme vous achetez un produit, c'est marqué les additifs présents dans l'alimentation sont indiqués. L'idée, c'est que ces additifs soient également indiqués, cette fois-ci, sur le contenant et non pas le contenu. Donc le recyclage, c'est pas forcément la meilleure... Vu la diversité des plastiques, c'est très complexe. Et donc, économiquement, c'est un coût aussi. Et pour l'instant, on a un petit peu... on est en retard. On est en retard sur le recyclage. Alors peut-être que lorsque le coût du pétrole sera aussi plus élevé, on va développer ce système de recyclage. Mais toujours est-il que même si on développe le système de recyclage, il y aura toujours des fuites. Parce que on ne peut pas échapper à ça. Et donc, si on ne réduit pas aussi un petit peu sa consommation, on aura toujours ces fuites-là aussi. Et après, la législation, elle peut aussi indiquer, maintenant, on va limiter la diversité des plastiques. Voilà, on peut faire ça. C'est en cours, ça ? On va dans ce sens-là ? Il y a des pays qui l'ont déjà fait, et oui, en fait. L'idée, c'est quand même d'aller vers ça. Et après, il y en a d'autres, il y a des industriels qui ont également des idées de récupérer leurs propres objets. Parce qu'on peut presque récupérer. Donc quand on connaît la composition exacte de son produit, on peut finalement le recycler. Et justement, vous conseillez les entreprises concernant la toxicité de leur plastique, c'est ça ce que vous faites à Plasticati ? En fait, à Plasticati, on teste la toxicité des produits. Alors, on va regarder comment ils se comportent dans l'environnement marin. Est-ce qu'ils sont capables de se fragmenter, de fabriquer des microplastiques, typiquement, c'est une des questions. Est-ce qu'ils peuvent être toxiques sur ces organismes-là ? Et puis, la question après, ça va être de regarder comment est-ce qu'on peut changer finalement ces produits-là pour faire en sorte qu'ils soient potentiellement soit recyclables, soit biodégradables, pour faire en fait un plastique de demain qui soit plus vertueux et plus respectueux de l'environnement. Et les industriels, ils sont de plus en plus sensibilisés à ça, ils essayent de trouver des solutions justement pour limiter leur pollution. Alors clairement, de mon point de vue, oui, puisque c'est avec eux que je travaille directement. Alors je travaille aussi avec des personnes qui sont plutôt dans la partie législative et qui essayent justement de mettre en œuvre en fait des outils pour mieux légiférer et surtout pour faire en sorte qu'il y ait des plastiques qui sortent au fur et à mesure en fait de nos usages classiques. Mais le but, quand même, à terme, c'est quand on fabrique un plastique, le but du plastique, c'est pas d'atterrir en mer. Qu'il soit compostable, recyclable ou n'importe quoi, son but n'est pas d'atterrir en mer. Il doit être forcément travaillé à terre et on doit trouver aujourd'hui des solutions pour faire en sorte que ces solutions, elles existent et faire en sorte que, il y ait des alternatives et qu'on a des choix. Les choix aussi, c'est quand on se balade, de ramasser tout simplement les déchets qu'on trouve. Ça sert encore à quelque chose ? C'est aussi, ça passe aussi par le comportement individuel, c'est évident.
Donc si tout le monde est concerné, tout le monde doit être concerné par rapport à ça. Donc la problématique, on l'a vu, c'est le déchet en mer, mais c'est aussi le déchet sur le continent. Hein. C'est partout dans nos fossés, partout, il est partout ce déchet. Mais on peut penser que si on trouve un déchet, par exemple, dans un cours d'eau, il va forcément atterrir en mer à un moment donné aussi. Alors oui, après, il faut voir aussi la configuration du système fluvial, si vous avez des barrages, etc. Mais globalement, oui. Globalement, il finira en mer. Et sous quelle forme ? Voilà, parce qu'en fait, il va se fragmenter alors, potentiellement. si c'est un système torrentiel, eh bien, il va se fragmenter beaucoup plus facilement. Après, dans un gros fleuve, peut-être un petit peu moins. Et donc rentrer dans la chaîne alimentaire aussi et avoir des impacts. Voilà. Mais on peut, oui, à l'échelle individuelle, on peut réduire parce que c'est ce qu'on fait avec tous les bénévoles d'associations. On organise des opérations de nettoyage sur des zones fortement contaminées où il y a des fortes concentrations de déchets. Et puis dans notre quotidien, il ne faut pas s'habituer aux déchets. Il faut s'approprier aussi l'espace public. Et donc chacun, quand il voit un déchet, c'est chez nous, c'est le déchet, il est chez nous. Et donc on doit le prendre et le mettre dans une poubelle qui se trouve juste en général à 10 mètres à côté. Et clairement, les enfants sont les plus concernés et les plus investis dans ce genre de questions. Et typiquement, les communications qui sont faites par tous les acteurs finalement impliqués sur cette question-là, dans les écoles en particulier, ça a une vraie valeur. Et clairement, ils n'ont pas envie demain d'avoir une mer remplie de plastique, comme l'annoncent les prévisions. Ils veulent continuer à avoir des tortues, à avoir tout ce que nous, on Oui, parce connaît. qu'il y a un véritable danger pour la faune et pour les espèces marines. Marines, continentales, de tous les lacs, les fleuves aussi. Il y a plein de vie dans les systèmes aquatiques partout. Il y a plein de vie. Et donc, partout, c'est un fléau. Enfin, ce déchet est un fléau. Donc. Dans certaines mesures, ça a été réalisé par la fondation Tara Océan en 2014. Ils ont démontré qu'en certains endroits de la Méditerranée, il y avait autant de zooplancton de microplastiques. C'est-à-dire que pour un poisson, dans son assiette, il y a la moitié sa proie naturelle et l'autre moitié sont des microplastiques qu'il va ingérer, qu'il ne sera pas capable d'assimiler. C'est pas une source d'énergie. Finalement, il va devoir s'en débarrasser et à la fin, finalement, il meurt d'épuisement, quoi. Mais alors, Leïla, la question, c'est ces plastiques de demain dont vous nous parliez, ces bactéries magiques qui font que le plastique se dégrade et disparaît complètement si jamais il atterrit à l'eau, c'est pour quand ? Alors, pour l'instant, cette valeur-là, elle est très très faible. Ça représente 0,2% en fait, du marché seulement dans les plastiques biodégradables, donc c'est vraiment tout petit. Il faut voir aussi que la filière du recyclage est également en mouvement en ce moment, puisqu'elle est clairement indiquée dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Donc on essaye vraiment de valoriser ce recyclage potentiel. Et encore une fois, l'idée à terme, il nous faut plusieurs sources de carbone. Il faut vraiment se le dire, on ne pourra pas en avoir qu'une seule. C'est-à-dire plusieurs sources de carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser juste des bactéries pour faire nos plastiques de demain. Il faudra utiliser d'autres sources. Typiquement, on peut utiliser des algues. Il y en a d'autres, des possibilités. Et je pense que maintenant, il y a vraiment un besoin déjà de connaissances et surtout d'essayer de développer ce genre d'économie. C'est ce qu'on appelle la blue economy d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'aller vraiment vers des nouveaux matériaux qui demain nous permettront en fait finalement de remplacer nos plastiques qui sont conventionnels aujourd'hui par des plastiques biodégradables dans certains cas, mais dans d'autres, on ne pourra pas les remplacer en fait par des biodégradables. Donc il faudra plutôt envisager clairement des plastiques qui sont recyclables. Et bien recyclables. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir les encourager, comme tu dis. Donc le problème, c'est par rapport à un plastique qui ne coûte rien, conventionnel qui ne coûte rien à la production. C'est ça. Et c'est là où on a besoin des politiques. Et des consommateurs. Et des consommateurs aussi, justement. Parce que c'est eux qui font le choix. Et qui peuvent participer. Il y aura forcément un surcoût parce qu'on a été habitué à avoir du plastique pour zéro, pour rien. Justement, s'il est déchet, c'est qu'il ne vaut rien. C'est ça le problème du plastique, c'est qu'il ne vaut rien puisqu'on le laisse par terre. Il n'a pas de coût. Et donc, peut-être qu'il faut lui redonner aussi un coût. Il faut trouver des techniques. Il faut trouver comme la consigne. Avait cette idée-là. Il faut lui redonner de la valeur à ce déchet. Pour qu'il ne se retrouve plus dans la nature. Cette discussion touche à sa fin. On aime bien demander à nos invités une petite œuvre qu'ils recommanderaient à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Une œuvre qui vous a marqué dans votre parcours personnel, professionnel. Qui veut commencer ? Philippe, je crois que vous avez une œuvre, et j'aime beaucoup le titre. Oui, c'est un livre avec un titre un petit peu marin. C'est là où chantent les écrevisses. Et donc c'est un livre de Delia Owens, c'est un livre magnifique, enfin c'est une expression pour dire en fait c'est quelque chose qui se passe au large, là où chantent les écrevisses, c'est très loin, c'est au large, mais c'est un magnifique livre, je recommande à tous. Très beau titre, et vous Leïla ? Alors moi dans la tête j'ai Cro-Magnon toi-même qui est en fait un livre écrit par Michel Raymond dont la thématique en fait est juste d'expliquer que l'homme subit aussi ce qu'on appelle des pressions environnementales et des pressions de sélection. Donc on n'est pas en dehors de notre environnement, ce qui prouve bien qu'on ne peut pas essayer de penser que l'homme est sorti de son environnement. Et au-dessus de tous. On est clairement dedans. Ça nous ramène à notre place. Et du coup forcément cet environnement, si nous-mêmes aujourd'hui on le touche trop,
il y aura un retour, forcément. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci, d'être à vous. venu partager votre expérience et vos recherches avec nous. Tout de suite, le reportage de Grain de sel concocté par nos équipes. On vient mettre notre grain de sel. La Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde en microplastique. Et on se pose la question de savoir sous quel état se trouve le plastique qui va sortir de Méditerranée. On a besoin en fait de savoir les quantités de plastique qui sont au centre de la Méditerranée. Et on est allé au-delà de Gibraltar en Atlantique. On utilise ce qu'on appelle un filet manta. Donc c'est comme un énorme entonnoir qui va filtrer 10 000 litres d'eau. Et à partir de ces 10 000 litres d'eau, ils vont finir dans un collecteur. Et ensuite, de ce collecteur, on va les traiter, alors à la pince à épiler, ce qui est assez contraignant, pour récupérer chaque morceau de plastique les uns après les autres, les compter, et ensuite on va les analyser au laboratoire. Il y a énormément d'organismes qui vivent sur ces plastiques et on ne sait pas trop ce qu'ils y font. On essaie de comprendre à quel point les micro-organismes vont transformer les microplastiques, qui sont la taille d'un grain de riz, vers des nanoplastiques qu'on n'arrive même plus à voir. Mais par contre, ceux-là, ils vont avoir des effets délétères sur tous les maillons de la chaîne alimentaire parce qu'ils vont se mettre partout dans nos cellules, etc. Le plastique, c'est pas seulement du polyéthylène, du polypropylène, du polystyrène, c'est aussi plein d'additifs qui sont à l'intérieur. Il y a des retardateurs de flamme, des stabilisants, des colorants, etc. Beaucoup de molécules chimiques qui vont être relarguées une fois qu'elles sont ingérées par des organismes. On fait des articles scientifiques qui sont vraiment la référence qui montre qu'on a fait du bon travail et que les résultats sont nouveaux. Par exemple, on a été les premiers à montrer qu'on avait autant de microplastiques que de zooplancton dans les océans. Ça veut dire que le poisson a une chance sur deux en fait, de manger du plastique. Donc ça a exacerbé en fait, l'intérêt des politiques et des industriels pour s'attaquer à ce problème. Donc c'est vraiment un problème très très grave pour l'environnement. On est mandaté par le gouvernement pour essayer de trouver des solutions aussi, des solutions alternatives à l'usage de certains plastiques. On vient mettre notre grain de sel. On retrouve maintenant notre artiste invité du jour, Steven Ongna. Bonjour, vous êtes artiste plasticien belge-flamand et vous avez conçu cette énorme, et je dis bien énorme, je pèse mes mots, main en plastique qui est absolument incroyable, qui est posée sur le bateau de Grain de sel. Ça a été toute une aventure pour l'installer. D'où elle vient cette main? Comment vous l'avez faite? Je me fais aider lors d'un atelier d'œuvres collectives et suite à une dépollution. Où ça, exactement? Autour du village de Monet. On l'a ramassé dans la matinée et l'après-midi, on a conçu une main avec. Donc on les a enfilés sur des fils, on les a tournés autour. J'ai fait une main plutôt articulée en bois et après on l'a habillée. Vous l'avez habillée? Oui. Et elle pèse lourd, hein, il y a plus de 100 kilos de déchets plastiques, je crois, dessus. Pourquoi une main? Pourquoi avoir fait une main? C'est assez symbolique. Ça peut au même temps dire stop, on arrête, ou c'est avec cette main-là qu'on fait le délit de jeter un déchet. Et avec cette main-là, on peut aussi en ramasser une. L'humain, ça le connecte avec le plastique quelque part. Et c'est aussi une œuvre pour sensibiliser, pour alerter. C'est aussi une façon un peu de détourner le déchet plastique et de lui trouver une voie un peu royale, puisque ça devient une œuvre d'art. Oui, c'est ça que j'ai constaté lors des ateliers de bricolage avec des déchets, c'est que c'est une bonne façon de changer notre regard sur le déchet. C'est en fait un peu comme dans l'alchimie, on va transformer du plomb en or, on va transformer un rebut à quelque chose d'utile, si tu veux, mais surtout quelque chose qui est capable de communiquer et de parler aux gens, ouais. Voilà, de transmettre un message sur le fait qu'il y a
Il y a beaucoup trop de déchets qui traînent partout. Il n'y a vraiment pas une bonne gestion. Donc là, oui, ça il faut faire quelque chose. Ouais, et ça vous affecte justement le fait qu'il y ait autant de déchets? C'est pour ça que vous travaillez sur cette thématique-là? Moi, en tant qu'artiste, je ne peux pas rester juste dans mon coin ou juste dans mon atelier. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je ramasse toujours tout que je trouve, si c'est possible, si c'est pas trop sale. Ça me rend triste en fait de voir partout tant de déchets. Steven Ogna, vous allez nous proposer une performance ce soir. Donc une performance que vous allez voir après. Donc il ne faut pas que je dise ce que je vais faire, je pense, mais c'est quelque chose où on met en mouvement justement des idées. C'est un peu comme une pièce de théâtre ou quelque chose de plus active, de scène, oui, mais on n'utilise pas une scène, pas à force. Ça peut, mais l'idée, c'est de mettre en mouvement des idées. Et c'est ça l'œuvre, en fait. C'est la mise en mouvement de ces symboles-là. Voilà. Eh bien, une performance qu'on va voir tout de suite. On est impatients et impatientes, je dois dire, parce que ça a nécessité pas mal de préparation pour nos équipes. Donc, c'est parti. On vient mettre notre grain de sel. Cette performance nous était offerte par Steven Ogna, un artiste plasticien belge. Grain de sel, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer. On vient mettre notre grain de sel. Mmh.